Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain qui nous rejoindra au cours de cette année. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Bonjour à tous, merci, je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième séance des rendez-vous Avenue Centrale en sciences humaines. Alors bienvenue chez vous et bienvenue pour la première d'Avenue Centrale rendez-vous en sciences humaines. Donc bienvenue à ce quatrième rendez-vous en sciences humaines. Beaucoup de monde, il y a ceux qui ont de la chance d'être ici assises, et puis il y a une deuxième équipe en bas, un peu moins chanceuse, mais je crois que la star ira échanger avec eux tout à l'heure pendant le déjeuner. Alors je profite des quelques minutes pendant lesquelles j'ai le micro pour vous présenter mes vœux au nom de toute l'équipe d'organisation, que je remercie de m'avoir associé à ce beau projet qui se développe, et puis vous signaler que vous avez un petit papier normalement sur les sièges à déposer ici pour une petite enquête, c'est ça? Et puis quelque chose aussi, vous signaler que un petit peu, à 13 h on ira déjeuner tous ensemble en bas dans l'entrée de cette belle maison. Donc si vous vous souvenez, en décembre, on a eu un débat animé sur les humanités numériques. Et aujourd'hui, on a la chance donc de recevoir Ilios Kotsou, alors auteur de nombreux ouvrages sur les émotions et la psychologie positive, et quelqu'un qui s'intéresse de près aux interactions entre la science fondamentale et la mise en pratique. J'ai mis un S en pratique, et ça renvoie quand même à l'objet aussi de ces conférences. Avenue Centrale, rendez-vous en sciences humaines. Donc en ces journées un petit peu particulières pour la société française, il nous propose un magnifique sujet entre philo et psycho. Pour démarrer l'année, faut-il choisir entre bonheur et lucidité? Alors la couleur du fauteuil, on l'avait choisi sans savoir qu'il viendrait avec une belle chemise bleue, mais c'est magnifique. Le vert, on a une petite pastille bleue également. Cet homme n'est déjà plus de notre monde, il est déjà un objet de design, voilà, qui va être mis en boucle sur Internet très vite, puisque je vous rappelle quand même que les conférences, on les retrouve dans 3-4 jours, même pas sur le site en lien, une semaine. Voilà, merci de nous accompagner dans ce parcours en sciences humaines. Alors on aurait pu démarrer la séance avec une définition cynique du bonheur. Celle que j'ai piquée à un dictionnaire que j'aime bien, les jours où je suis de mauvaise humeur. Définition du bonheur, aujourd'hui, non pas du tout. Une définition du bonheur qui croise bonheur et lucidité, c'est celle d'Ambrose Bierce, dans le dictionnaire du diable. Il dit bonheur, agréable sensation qui naît de la contemplation de la misère d'autrui. Bon, je crois pas que ce soit de ce bonheur-là, de cette aspiration-là dont vous allez nous parler. Mais alors on aurait pu aussi commencer avec les paroles d'une chanson. Rassurez-vous, je ne vais pas remplacer Laurent, mais j'ai appris que vous aviez un talent de chanteur aussi, donc ça pourrait être à vous de chanter ces quelques paroles de William Scheller. Alors pour les plus anciens d'entre nous, il y en a quelques-uns parmi nous, des anciens, connaissent peut-être William Scheller, ce chanteur star des années 80, et qui voulait être un homme heureux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Mais le bonheur dont il parle, lui, dont parle cet artiste, c'est peut-être pas le bonheur que vous qualifiez de bonheur transformé en objet de consommation, et dont vous nous parlez dans vos différents travaux. C'est plutôt le bonheur de la quête amoureuse et de la rencontre, mais peut-être que vous allez nous en parler. Vous mettez souvent en avant ce paradoxe du bonheur qui nous empêche d'être heureux, en tout cas une forme particulière du bonheur. Alors on aurait pu aussi commencer avec un passage du bouquin de Michel Delerme, quelques gorgées de bière sur les petits bonheurs quotidiens. Mais je crois que sur cette approche des petits bonheurs, moi j'ai préféré une d'un journal dont vous avez entendu parler ces derniers jours, Charlie Hebdo, en forme d'hommage à la beaufitude.
Mais c'est peut-être pas non plus de ces bonheurs-là dont vous allez nous parler. Voilà, ça sera ma petite parenthèse et mon petit hommage à ce qu'on est en train de vivre et surtout à ce que eux ont vécu. Alors c'est à vous, Ilios Kotsou. Vous avez donc une demi-heure hein, dans notre petite fabrique de l'échange. On donne une demi-heure aux conférenciers, puis ensuite la parole à la salle pendant un petit quart d'heure, et puis ensuite on va croûter ensemble autour d'un buffet. Voilà, je sais qu'il y a un petit compte à rebours qui va s'enclencher. À vous la parole. Merci. Alors c'est l'histoire d'un fermier. Et ce fermier veut être heureux, comme apparemment chacun d'entre nous. Il habite dans sa belle ferme au milieu d'une vallée, un peu comme ici à Grenoble. Et un jour, malheureusement, une inondation, catastrophe naturelle, et toute la région menace d'être inondée. Et notre fermier, tranquillement, est chez lui. C'est un homme très pieux. La réponse qu'il a pour le bonheur, c'est la religion. Et des gens viennent tapasser et lui disent « Fermier, viens avec nous, tu as de la chance, tu es le dernier qui n'a pas été évacué. » Et le fermier les regarde, il leur dit « Laissez-moi, Dieu me sauvera. » Il est tellement pieux. Quelque temps après, l'eau monte et notre ami fermier doit monter au premier étage de sa maison pour ne pas être englouti. Et là, un bateau arrive avec des sauveteurs qui lui disent « Fermier, viens, tu es gâté qu'on passe par ici, on aurait pu te manquer. » Et le fermier qui dit « Laissez-moi, Dieu me sauvera. » Peu de temps après, le fermier doit monter sur le toit de sa maison et même sur la cheminée, parce que l'eau est montée très haut. Et là, tout d'un coup, un hélicoptère arrive. Et les gens le hèlent de loin, lui lancent une échelle et disent « Fermier, viens, viens, on va te sauver. » Et le fermier qui dit « Laissez-moi, Dieu me sauvera. » Et puis l'eau monte et notre fermier meurt noyé. Triste histoire pour commencer. Une conférence sur le bonheur. Il arrive au paradis et là, il interpelle Dieu assez violemment. Il lui dit « Écoute-toi, je t'ai prié toute ma vie. Et le jour où j'ai eu besoin de toi, tu n'étais pas là. » Et Dieu le regarde et lui dit « Mon coco, je t'ai envoyé les premières personnes, je t'ai envoyé le bateau, je t'ai envoyé l'hélicoptère. Tu n'en as pas voulu, ne viens pas te plaindre maintenant. » Et ne sommes-nous pas parfois comme ce fermier, cherchant le bonheur, parfois désespérément, et pourtant de l'intention à l'action, il y a parfois un énorme espace qui fait que les choses que l'on fait pour essayer de ne pas être malheureux contribuent paradoxalement à notre mal-être. C'est le thème de la conférence entre psychologie et philosophie. Si on regarde statistiquement l'état de nos contemporains, les statistiques de l'OMS nous disent qu'à l'horizon de 2030, la dépression sera la première cause de morbidité dans le monde. On peut quand même se poser la question, un monde où le bonheur est fondamental pour tous. Alors, on peut penser aux philosophes de tout temps. Les philosophes depuis la Grèce antique, Aristote, Épicure, se sont intéressés au bonheur, mais les hommes politiques se sont intéressés au bonheur. Avec un peu moins de réussite, les religieux se sont intéressés au bonheur, nous promettant souvent que le bonheur, ce serait pour après. Mais peut-être que chacune d'entre vous et d'entre nous, la raison même pour laquelle vous êtes assis ici, Laurent est assis là, parce qu'il a le sentiment peut-être que le fait de mettre ces conférences en route et le fait d'offrir de la connaissance scientifique à un plus grand nombre participe à ses valeurs et donc quelque part à son bonheur. Il ne le fait pas, je pense, pour être malheureux. Et si vous êtes assises et assis là aujourd'hui, ceux qui regardent cette vidéo sur Internet, c'est peut-être qu'ils ont le sentiment, peu importe ce qu'on met derrière le mot bonheur, que ça participe à leur bonheur. Et donc Aristote disait le bonheur est la quête de toutes les quêtes. Et si on veut passer d'Aristote à quelqu'un plus proche de nous, Blaise Pascal disait, je pense très justement, que tous les hommes cherchent à être heureux, sans exception. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, est ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. Et ça me semblait vraiment important et intéressant en partant de Pascal, parce qu'il nous dit que même ceux qui nous pourrissent la vie, et on peut penser aux événements récents, ils nous pourrissent la vie parce qu'ils ont le sentiment fondamental que c'est ça qui participera à leur bonheur. Alors évidemment, ils se trompent peut-être de voie puisqu'ils amènent du malheur sur leur vie et sur celle des autres, mais leur motivation fondamentale, elle est comme celle de chacune d'entre nous, le bonheur. Et on aura l'occasion d'en discuter, si vous n'êtes pas d'accord, la suite. Alors vous connaissez cette parabole certainement de l'éléphant. L'éléphant est là et quelques aveugles veulent savoir ce que c'est. Alors ils vont s'emparer chacun d'une partie de l'éléphant et se disputent puisqu'il y en a un qui dit, après avoir touché la queue, « cet objet-là c'est une liane ». Et l'autre qui était près de la trompe, il dit « non, c'est une massue ». Et celui qui avait enlacé la patte dit « non, c'est une colonne ». Celui qui était près de l'oreille dit « non, c'est un grand éventail ». Tous se disputent, tous ont raison, tous ont tort. Alors le bonheur, on se dispute aussi sur les définitions du bonheur, sur ce qui apporte le bonheur, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Et la science, peut-être, ce n'est pas la vérité sur le bonheur, mais c'est un moyen de s'extraire de la patte ou de la queue de l'éléphant et de prendre un peu de recul, comme une lunette. On viendrait un petit peu en arrière et d'avoir une vision plus globale. Et je vais me baser autant sur des chercheurs en sciences fondamentales, expérimentales en psychologie, que sur quelques philosophes pour essayer d'avoir une vision du bonheur
un peu plus distancié. Et ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce sont ces différentes vues du bonheur, en se posant la question, tiens, s'il y a cette forme de paradoxe entre cette volition à être heureux et ce que l'on voit autour de nous dans le malheur qu'on rencontre très souvent, peut-être que les vues que l'on poursuit ne sont peut-être pas les plus adaptées à un bonheur authentique. Et une première partie de la conférence sera aller explorer quelques-unes de ces vues-là, avant de vous proposer quelques alternatives. Alors voilà une première vue du bonheur qui est très commune dans notre société, qui est le bonheur, c'est quelque chose. Alors c'est comme le paquet cadeau qu'on a pu ouvrir à Noël. Ce qu'on demandait quand on était petit au Père Noël, ce qui va nous rendre heureux, c'est quelque chose. Alors on nous le propose tout le temps, et tout autour de nous, on nous dit voilà ce que c'est que le bonheur. Tous les bonheurs du monde, ils sont là. Alors vous ne le croyez pas, vous, mais des centaines de milliers de personnes fonctionnent dans un monde où on leur promet que le bonheur c'est ceci, ou le bonheur c'est cela. Il est pour tous, ce bonheur-là. Alors qu'il vous fasse un ulcère à l'estomac par la suite, on n'y pense pas vraiment, mais c'est le bonheur, et on nous le vend comme ça. Alors d'autres, on peut penser qu'il y a différentes significations à ce slogan-là, mais offrez-vous 20 cm de pur bonheur. Et voilà ce que notre monde nous raconte. Il nous raconte que le bonheur est un objet que l'on peut consommer, que le bonheur est une destination que l'on peut atteindre. Un jour peut-être, si on travaillait beaucoup plus pour gagner beaucoup plus, on pourrait s'acheter beaucoup plus de bonheur. Je ne sais pas qui a dit ça, un philosophe certainement un jour. Et quand on étudie scientifiquement, parce que la science est utile, ça pourrait être qu'un point de vue de ma part ici, de ce qu'amène cette position par rapport au bonheur, il y a une étude qui a été menée par des chercheurs français très intéressante. C'est l'étude du syndrome de Paris. Et ces chercheurs se sont intéressés à l'effet d'avoir une vision du bonheur très précise qui va nous amener à poursuivre un certain objet de bonheur. Et ce qui va arriver, en général, c'est que je poursuis l'objet de bonheur. Évidemment, ça ne m'amène pas le bonheur, donc je suis frustré, je veux autre chose. Et donc il y a ce cycle du désir, de la déception et de la frustration. Et ici, cette étude s'intéresse aux touristes japonais. Et pourquoi les touristes japonais? Parce qu'ils ont une vision du bonheur idéalisé correspondant à Paris. Et donc l'étude a montré que les touristes japonais ont une image de Paris qui correspond à Paris d'Amélie Poulain. Le Paris des années folles, ce Paris merveilleux qui n'existe pas, évidemment. Et quand ils arrivent à Paris, cette ville extraordinaire, et qu'ils trouvent les rues sales, les serveurs mal polis, ainsi de suite, le décalage est tellement violent entre l'image et ce qu'ils retrouvent qu'ils finissent enfermés dans leur chambre, en proie à des syndromes délirants. Donc c'est intéressant, et ça a été documenté, publié dans une revue. Et donc, le problème n'est pas Paris, bien évidemment, puisque Paris est une ville intéressante. Le problème, c'est le décalage entre l'image de ce que Paris devrait leur amener et puis ce que Paris leur amène réellement. Et le deuxième problème qui va arriver après ce problème de ces attentes du bonheur matériel, c'est que cette recherche du bonheur amène une injonction, l'injonction au bonheur, où nous devrions être heureux. C'est important d'être heureux, c'est indispensable d'être heureux. Et si vous n'êtes pas heureux, vous avez raté votre vie. Et donc on retrouve dans les bibliothèques, dans les librairies, un très grand nombre de livres comme le mien qui vous promettent le bonheur au bout de quelques pages. Et donc je dis souvent, n'achetez pas mon livre pour vous rendre heureux. Il ne vous rendra pas plus heureux que le reste. Achetez-le parce que c'est un bon livre, peut-être, mais pas pour le bonheur. Et donc de nouveau, comment est-ce que la science s'est emparée de ce sujet-là? Voilà une étude très intéressante sur le Sacre du Printemps, où on va prendre un groupe de sujets qu'on divise en 3. Et on va leur faire écouter ce merveilleux morceau du Sacre du Printemps de Stravinsky en manipulant l'écoute. Alors dans le premier groupe, de ce côté-là, on dit simplement aux personnes « écoutez ce morceau de musique ». Dans le deuxième groupe, on leur dit « écoutez ce morceau de musique en tentant d'être aussi heureux que possible », ce qu'en font beaucoup de nos contemporains. Et le troisième groupe, on leur dit « écoutez ce morceau de musique en mesurant continuellement sur une échelle de 0 à 10 votre niveau de bonheur ». C'est l'obsession du bonheur, est-ce que je suis heureux? Et ce que l'on mesure à la fin, c'est est-ce qu'ils ont apprécié le morceau de musique, comment ça s'est passé. Et ce que l'on voit bien évidemment, c'est que le fait d'être obsédé par le bonheur, de tenter d'être aussi heureux que possible, ou de mesurer son bonheur, fait baisser son bien-être. Et ces deux groupes-là apprécient beaucoup moins le morceau de musique que le groupe qui l'écoute tout simplement. Et donc n'est-ce pas paradoxal, l'obsession du bonheur, voilà le meilleur moyen de ne pas être heureux. Pourquoi une recherche supplémentaire qui s'est penchée sur ce qui se passe lorsque nous sommes obsédés par le bonheur, très intéressante de l'équipe de, pas dire de bêtises, de Mauss, oui, Iris Mauss. Et voilà ce qu'elle va faire. Elle va séparer des personnes en fonction du fait qu'elles soient obsédées ou pas par le bonheur. Alors vous voyez ici, les personnes qui sont obsédées par le bonheur, c'est en foncé, et en grisé, c'est le groupe de comparaison qu'on appelle groupe contrôle. Et dans une première condition, on va soumettre ces deux groupes à un film triste. Et comme vous pouvez le voir, le film triste ne crée pas
beaucoup d'émotions positives. Vous voyez que le niveau est équivalent dans les deux groupes. On va par la suite exposer les deux groupes à un film joyeux. Et l'on voit que le groupe de comparaison voit son niveau d'émotions positives augmenter fortement, ce qui est logique. Par contre, le groupe qui est obsédé par le bonheur voit son niveau d'émotions positives très légèrement, pas significativement, diminuer. Et pourquoi? Parce que lorsque nous sommes obsédés par le bonheur, nous avons tellement d'attentes sur ce qui devrait nous rendre heureux, que lorsque le bonheur est possible dans une chose simple de la vie, comme ici un film joyeux, nous ne pouvons pas être heureux. Et donc, comme notre fermier du début de l'histoire, nous ne sommes pas ouverts à ce qui, dans l'environnement, pourrait nous rendre heureux. Donc l'obsession du bonheur nous coupe de la réalité, des petites choses et des petits bonheurs dont parlait la couverture de Charlie Hebdo. Première illusion du bonheur, le bonheur serait quelque chose que l'on peut acquérir, une destination que l'on peut atteindre. On voit que ça ne fonctionne pas très bien. Alors, voilà une deuxième illusion du bonheur qui serait que le bonheur serait du plaisir. Alors on la trouve très communément aussi dans la société. L'inconfort serait le contraire du bonheur. Les émotions dites négatives seraient le contraire du bonheur et donc il ne faut surtout pas avoir peur, être anxieux, être triste puisque c'est antinomique au bonheur dans cette conception-là du bonheur où le bonheur ne serait que de l'affect positif. Les études de nouveau se sont intéressées à cette conception du bonheur et elles se sont rendues compte que lorsque quelqu'un a cette image-là du bonheur, ça l'amène à quoi? À une forme d'attitude qu'on va appeler l'évitement expérientiel. Et qu'est-ce que l'évitement expérientiel? C'est la tendance à ne pas supporter à vivre une forme d'inconfort intérieur et donc à essayer d'échapper le plus rapidement possible à toute forme d'inconfort comme la peur, la tristesse et ainsi de suite. Et on se rend compte de quoi? Évidemment que ce n'est pas très efficient pour vivre une vie riche qui a du sens. Pourquoi? Parce que la peur n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas être d'accord d'avoir peur. Et quand vous n'êtes pas d'accord d'avoir peur, eh bien voilà un des risques. C'est que aller chez le dentiste, ça vous fait peur. Vous ne voulez pas avoir peur, et donc qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas chez le dentiste. Mais le problème, c'est que de ne pas aller chez le dentiste pour ne pas avoir peur, ça ne change pas l'infection qui grandit dans votre bouche. Et à un moment, moi ça m'était arrivé, quand ça devient tout noir avec votre abcès, voilà, vous êtes bien obligé d'aller chez le dentiste, vous êtes obligé de faire face à la peur. Et donc cette peur-là, souvent quand on a peur d'avoir peur, qu'on n'est pas d'accord de faire face aux émotions compliquées et négatives, eh bien, ça nous empêche d'aller dans un très grand nombre de directions qui seraient importantes pour une vie qui a du sens. Parce que, quelle que soit votre activité professionnelle, personnelle, des enfants et ainsi de suite, on va toujours être confronté à des émotions difficiles. Se lever la nuit pour votre enfant, ça amène peut-être de l'inconfort. Et heureusement que les mamans et les papas ne sont pas dans l'évitement, sinon nos enfants ne seraient pas vivants aujourd'hui. Un deuxième élément qui est compliqué, c'est que la manière d'entrer en communication avec quelqu'un, la relation qui se fait entre vous et moi, entre moi et un ami, un conjoint, passe par les émotions. Et lorsque je suis dans l'évitement des émotions compliquées, eh bien, je me coupe aussi de toutes les situations où je pourrais rentrer en relation avec quelqu'un qui est triste, qui est anxieux, qui a peur. Et donc, ça me coupe tout simplement des autres. Alors, à nouveau, la science a de très grands nombres d'éléments qui confortent ce point de vue. Ici, je vais juste vous citer quelques recherches de thérapie d'acceptation et d'engagement sur ce qu'on appelle l'évitement expérientiel et qui nous montre ici tout simplement que lorsqu'on est très haut dans cette forme d'évitement, donc lorsqu'on essaye continuellement d'éviter ces sentiments désagréables, on vit beaucoup moins d'émotions positives, paradoxalement. Donc le fait d'essayer d'éviter les émotions négatives fait qu'on en vit beaucoup moins de positives aussi. Notre monde intérieur est fermé, on vit beaucoup moins de gratitude, on vit beaucoup plus d'anxiété sociale, on a moins de sens à la vie, moins de satisfaction dans la vie et on est aussi beaucoup moins curieux puisque notre perspective sur le monde se ferme. Nous sommes dirigés par le fait d'éviter ce qui nous semble dangereux et désagréable. Et donc cette vision du bonheur comme étant uniquement du plaisir amène en général la vie à se trouver plus réduite et beaucoup moins heureuse. Vous voyez que je vous amène tellement de bonnes nouvelles sur le bonheur que ça réjouit l'assistance qui sourit de plus en plus au fur et à mesure de ma conférence. Alors on pourrait prendre un nouveau point qui est le bonheur, est-ce que ce serait le succès? Voilà encore une image qu'on nous vend très communément. Être heureux, il faudrait absolument être quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a une position sociale enviable, quelqu'un qui est admiré par les autres et ainsi de suite. Être le meilleur, ça serait le bonheur. Et on peut lier à ça une forme de poursuite de l'estime de soi. Je ne parle pas de l'estime de soi en elle-même, cette poursuite de l'estime de soi à laquelle nous sommes parfois conviés, où nous devrions absolument être quelqu'une ou quelqu'un absolument pour être heureux. Et si nous ne sommes pas quelqu'un ou quelqu'une, nous ne serons pas heureux. Alors quelles sont les conséquences à nouveau de cette forme de poursuite de vie? Donc, je vais envier les personnes qui ont une situation plus favorable que la mienne, vont amener plus de culpabilité, la culpabilité de ne pas être à la hauteur de ce que j'aurais pu démontrer. Elles vont amener plus de regret, le regret de ne pas avoir réussi aussi bien que j'aurais pu réussir.
elles vont amener à plus de mensonges et de dissimulation, et plus de situations où je vais blâmer les autres. Alors, je ne sais pas si ça ressemble vraiment à un bonheur authentique d'être dans le blâme, le mensonge, la culpabilité, le regret et l'envie, peut-être pas. Et dans une étude qui a été faite sur des policiers, on a pu montrer que cette comparaison sociale importante, elle amenait non seulement à être beaucoup moins satisfait au travail, mais elle amenait à beaucoup plus de biais intergroupes, ce qui intéressera beaucoup notre collègue Laurent ici, qui va faire qu'on va avoir tendance à stigmatiser les personnes qu'on voit comme étant faisant partie d'un groupe différent du nôtre. Et donc, à nouveau, ça n'est peut-être pas un bonheur ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Et cette question de ce succès de l'image personnelle, elle est importante. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, dans le sens commun, couraient des théories comme lesquelles l'agressivité ou l'agression était le fait de personnes qui, en ayant peu d'estime d'elles-mêmes, essayaient de compenser le manque d'estime d'elles-mêmes en agressant les autres. Et la question de l'estime de soi, on y mettait tous les malheurs du monde, venaient du manque d'estime de soi. Les chercheurs se sont emparés de cette question, et parfois la recherche va être contraire au sens commun. Et un chercheur, Baumeister, qui a consacré une grande partie de ses recherches à ça, s'est dit on va l'étudier de manière empirique. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des personnes dont il a mesuré, pas seulement au niveau d'estime d'elles-mêmes, mais aussi le niveau de narcissisme, donc qui est ce sentiment exagéré de l'importance. Donc des gens qui étaient très narcissiques, d'autres qui ne l'étaient pas, des gens qui avaient confiance en eux, d'autres qui n'en avaient pas. Il les a soumis à un protocole diabolique et très intéressant, où les gens devaient écrire un petit texte. Et ce texte allait, soi-disant, être évalué par d'autres étudiants. Évidemment, tout ça avait été manipulé. Et de manière aléatoire, la moitié du groupe recevait une évaluation très positive en disant « Mais quel magnifique texte, le plus beau que je n'ai jamais lu ». Et l'autre moitié qui disait « Je n'ai jamais vu un texte aussi mal écrit ». Et par la suite, on proposait aux personnes la possibilité de se venger quelque part en appuyant sur un bouton qui créait un bruit extrêmement pénible pour la personne en face. Et on s'est rendu compte de quoi? C'est que l'agressivité n'était pas le fait de personnes qui n'avaient pas confiance en elles-mêmes, donc ça n'avait rien à voir, mais était le fait de personnes qui avaient un narcissisme extrêmement élevé, donc cette image de soi connectée de la réalité, extrêmement positive, qui se sentaient menacées. Et c'est ce qu'on voit ici. Ce sont les narcissiques qui voient leur ego menacé, c'est ce que vous voyez ici. Donc quand on leur dit c'est très beau, ils ne sont pas agressifs. Quand leur ego est menacé, qu'ils deviennent agressifs. Par contre, les gens qui ne sont pas narcissiques, quelle que soit la condition, ça ne les amène pas à agresser les autres. Et donc voilà de nouveau une information qui nous montre que cette recherche absolue du regard de l'autre nous amène plutôt à être même agressifs, c'est mauvais pour nous, mais ça nous amène aussi socialement à être agressifs envers les autres. Et la même étude a montré également que ces personnes narcissiques, non seulement elles étaient agressives, mais elles étaient coupées de leur environnement. Pourquoi? Parce qu'en étant obsédées par sa propre image, je ne suis plus ouvert à communiquer avec les personnes autour de moi. Et donc lorsque le bonheur est quelque chose, lorsque le bonheur est uniquement plaisir, ou lorsque le bonheur est succès, le bonheur est comme Godot dans la pièce de Samuel Beckett. Alors vous le savez, Godot, nos deux personnages principaux, tout le monde en parle tout le temps, mais personne ne le verra jamais. Et Pascal nous résume, je pense, très bien cette situation quand il nous dit « Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » Alors, pourquoi pas, nous pourrions arrêter la conférence ici? Ça serait déjà un bel endroit de lucidité d'aller voir qu'il y a un tas de pistes qui nous amènent plutôt au contraire du bonheur. Une autre alternative, ça serait d'aller voir est-ce que la science nous propose d'autres voies qui amèneraient à du bien-être. Allons en voir quelques-unes, ces alternatives-là. Alors, je vais partir sur un chercheur, Tim Kasser, qui s'intéressait à ces questions du bonheur et aux facteurs. Alors, quand on voit le bonheur comme un facteur extrinsèque en dehors de nous, donc c'est ce que j'ai souligné, le bonheur est une chose, le bonheur est plaisir, le bonheur est succès, c'est corrélé à des indicateurs de bien-être qui sont plutôt négatifs, donc les gens se sentent moins bien. Mais Tim Kasser, dans ses études, a constaté que les gens qui se sentaient mieux voyaient le bonheur autrement, et le bonheur était plutôt vu comme un facteur intrinsèque. Et donc ces personnes-là, plutôt que valoriser le succès, l'argent et ainsi de suite, valorisaient l'acceptation d'elles-mêmes, les relations et le sentiment de communauté. Et c'est très important que ça soit fait dans la recherche, parce qu'on peut vite y voir une forme de morale ou d'idéologie. Ici, il n'y a rien de moral ou d'idéologique, c'est vraiment un chercheur qui s'intéresse à qu'est-ce qui prédit le bonheur dans de grands échantillons de population, autant chez les adolescents que chez les adultes. Et on pourrait se dire que cette vision de Tim Kasser et ses collègues, il n'est pas le seul, voit donc le bonheur non pas comme quelque chose, une destination, mais le bonheur est plutôt comme un chemin où
une métaphore qui me paraît encore plus juste. Le bonheur est une manière de voyager. Et Tim Kasser nous dit que ce bonheur-là, cette attitude intérieure, elle est possible peut-être, quelles que soient les circonstances extérieures, et donc que notre vie réussisse ou pas, que nos projets, on les atteigne ou pas, est-ce que nous ne pouvons pas, quel que soit le contexte, cultiver cette forme d'attitude intérieure qui prédit peut-être une plus grande satisfaction dans la vie, plus durable. Je vais vous illustrer quelques-uns de ces éléments. Le premier qui est l'acceptation, et qui est peut-être le pendant du fait de voir le bonheur comme étant uniquement du plaisir. Et ici, je vais raconter une petite histoire. Alors, quand j'étais petit, j'étais atteint d'une phobie de l'eau. On ne sait pas comment ça naît, la phobie. Alors, ma mère m'a raconté que j'ai failli me noyer en étant tout petit enfant. C'est possible que ce soit dû à ça. Mais cette phobie était tellement forte que je ne pouvais pas alors me mettre dans l'eau. Je l'ai découvert beaucoup plus tard. J'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas de baignoire. C'est vrai ce que je vous dis. Et c'est le premier jour où j'étais dans une baignoire. Tout mon corps s'est contracté, j'ai dû en sortir en courant. J'avais tellement peur de l'eau, alors c'est ridicule évidemment, je ne peux pas me noyer dans une baignoire. Alors imaginez une piscine, c'est pas possible. Alors imaginez les effets que ça avait sur ma vie. Ça faisait que les situations où je pouvais être confronté à l'eau avec les copains, je les évitais. Les copines, je les évitais. Parler même de piscine, aller à la mer, c'était impossible pour moi. Alors en arrivant un jour en Belgique, à l'âge de 18-19 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'étais me confronter à ma peur de l'eau. En faisant quoi? À la piscine, tous les jours. J'ai été... Voilà, me confronter à la peur. Au début, accroché sur le bord de la piscine et pas très fier, évidemment, en me centrant sur ce qui s'arrivait en moi. Et puis, un jour, j'ai pu faire une longueur de piscine, mais tout près du bord, pour m'accrocher vite si je risquais de me noyer. Et le jour où j'ai pu mettre ma tête en dessous de l'eau, ça a été un moment extraordinaire pour moi. Et est-ce que ma vie n'est pas plus libre aujourd'hui, que je peux aller dans l'eau? Alors attention, je ne me suis pas débarrassé de ma peur de l'eau, je l'ai apprivoisée. Et aujourd'hui, je peux aller nager, et je peux m'éloigner de la plage de quelques centaines de mètres, mais j'ai toujours la peur qui est là. Seulement, aujourd'hui, je peux vivre avec. Et l'acceptation serait cette capacité à développer où nous pouvons apprivoiser nos peurs, nos anxiétés, et elles ne décident plus de nos vies. Elles sont toujours là, mais on fait notre vie avec, plutôt que de faire notre vie en essayant de nous en débarrasser. La recherche, à nouveau, elle nous montre que lorsque... Ici, cette recherche, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle va proposer aux participants de respirer du gaz panique. Alors, ce gaz a pour effet de vous mettre dans la même situation qu'une panique intense, un gaz enrichi au CO2. Alors le groupe est divisé en trois. Dans le premier groupe ici que vous voyez en noir, les personnes, on leur a appris à accepter. On leur proposait d'accepter les symptômes de la peur. Dans le deuxième groupe, le groupe de comparaison, on ne leur donne rien comme indication. Et le troisième groupe, le troisième groupe n'a pas d'indication. Le groupe de comparaison, on propose de se distraire ou de se détendre. Et ce qu'on va mesurer très simplement, c'est la durée à laquelle vous pouvez supporter, combien de temps vous pouvez supporter ce gaz panique, et puis la peur au niveau cognitif, physiologique ou auto-rapporté. Et regardez, le graphique est très clair. Lorsque vous acceptez, vous avez cognitivement moins de peur, physiologiquement moins de peur, vous en rapportez moins, et vous tenez beaucoup plus longtemps, et encore plus extraordinaire, à la fin de l'expérience, les chercheurs diaboliques disent aux personnes « Nous sommes désolés, nous n'avons pas réussi à mesurer correctement, il faut revenir la semaine prochaine. » Qui est d'accord? Et on voit que uniquement les personnes qui étaient dans l'acceptation acceptent de revenir, se soumettre à ce protocole de torture. Ils sont payés pour ça. Et les autres ne veulent pas, évidemment. Et à nouveau, on voit que l'acceptation est un élément qui nous donne plus de liberté comportementale. Si j'accepte ce qui est compliqué, j'ai plus de possibilités d'avoir une vie plus riche et plus large. Alors voilà juste un tableau qui nous montre que les effets d'une thérapie qui travaille l'acceptation, alors de nouveau, c'est juste pour vous les citer, ça a un effet autant sur la phobie sociale, le stress au travail, le fait de fumer et quelques autres éléments. Alors il n'y a rien de magique là-dedans. C'est tout simplement que dans la recherche comportementale, on s'est rendu compte que l'évitement des émotions et l'acceptation était un facteur commun à un très grand nombre de pathologies. Puisque que l'on soit anxieux, que l'on ait peur, qu'on soit dans la phobie sociale, qu'on soit déprimé, très souvent on trouve chez ces personnes-là la tendance à ne pas être d'accord de vivre ce qu'il y a de compliqué, à ne pas être à l'aise avec leur malaise. Et on pourrait dire que l'acceptation, c'est quelque part comme la capacité et le courage, lorsque la tempête s'abat sur nos vies, plutôt que de fuir, d'aller au cœur de l'ouragan. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Interrogez des météorologistes ou des géographes, ils vont vous dire que le seul endroit calme, il est au cœur de la tempête, ce qu'on appelle l'œil du cyclone, alors que les vents sont à 300 km/h autour, ils sont à 30 km/h au centre. C'est l'annonce de la tempête. J'ai compris. Il me reste 5 minutes. Alors cette forme d'acceptation
peut nous amener à une forme de douceur envers nous-mêmes, qui est cette capacité à avoir un regard doux et bienveillant envers nous-mêmes dans les moments où nous nous sentons les moins en réussite. Un exemple très simple de la manière d'étudier ce sentiment d'autocompassion, de bienveillance, on va proposer aux personnes de se rappeler d'un moment de leur vie où elles ont démontré leur plus grande faiblesse et penser à cette situation, comment vous êtes-vous senti? C'est pas très sympathique évidemment, mais ça nous reconnecte à des moments de grande vulnérabilité. Et on se rend compte que les personnes qui sont dans cette attitude de douceur, de bienveillance envers elles-mêmes, eh bien, sont beaucoup moins anxieuses que les personnes qui, par exemple, ont une estime d'elles-mêmes élevée. Et on voit que la douceur envers nous-mêmes est un facteur de protection dans les situations où nous nous sentirons menacés dans notre sentiment de valeur personnelle. Et les études sont très très nombreuses aujourd'hui et elles nous montrent que ce sentiment d'autocompassion est non seulement un élément positif pour nous-mêmes, évidemment, il nous protège, mais il nous permet de nous sentir plus connectés aux autres et donc il nous connecte à un sentiment qu'on va appeler de commune humanité. En étant bienveillant envers moi-même, ça me permet d'être plus bienveillant envers les autres. Et ici, je viens à un des éléments centraux du bonheur qui est l'ouverture aux autres. On sait aujourd'hui que le lien social et l'ouverture aux autres est le premier prédicteur du bonheur. Cette étude, elle est vraiment extrêmement intéressante. Elle va comparer les effets de recevoir du support social des autres, donc de l'attention, du soutien, de la gentillesse, au fait d'en donner. Et on se rend compte que c'est uniquement le fait de donner de l'attention et du support aux autres qui prédit une plus longue vie. Et donc cette étude est vraiment sur la mortalité. Étude très intéressante. Un élément, alors, cette capacité à nous tourner vers l'autre, à porter attention à l'autre, elle nous ouvre aussi au monde et elle nous ouvre à une émotion importante qu'on appelle la gratitude. Et la gratitude, contrairement à cette envie ou ce manque qui est souvent lié à un bonheur matérialiste, elle nous propose de faire attention au bonheur tel qu'il est là maintenant dans nos vies. Elle nous propose une vision du bonheur de dire qu'il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de plus loin, il n'y a pas le bonheur demain, un autre jour, quelque part. Le bonheur, il est peut-être là tout de suite. Il est peut-être là tout de suite dans la compagnie d'un ami, il est peut-être là tout de suite dans le sourire d'un enfant, il est peut-être là tout de suite dans une relation avec un collègue, il est peut-être là tout de suite dans le papier scientifique que j'écris, peu importe, mais cette gratitude nous propose de porter le regard sur les bienfaits de ma vie présent, plutôt que de chercher toujours les bienfaits de la vie ailleurs. Et à nouveau, ça peut paraître comme étant une grande déclamation philosophique. Les études scientifiques sont extrêmement nombreuses pour nous montrer que cette émotion de gratitude, non seulement elle est bonne pour nous, parce qu'elle prédit une plus grande satisfaction dans notre propre vie, une meilleure santé perçue, mais elle est meilleure au niveau social. Pourquoi? Parce que la gratitude, elle va déclencher chez nous un sentiment positif, mais elle va nous amener à vouloir plus aider les autres. Et donc cette gratitude-là, elle va favoriser les comportements prosociaux. Et pour résumer, la dernière minute qui me reste avant que la cloche ne sonne de nouveau, j'ai contrasté peut-être deux grands types de bonheur. Un bonheur comme étant quelque chose qu'on peut acquérir, quelque chose qu'on peut rechercher, et un bonheur qui étant plutôt une attitude, une manière de voyager, et une attitude qui serait une forme d'attitude intérieure où nous n'attendons plus de ne plus souffrir, nous n'attendons plus d'être quelqu'un, nous n'attendons plus d'avoir du plaisir pour aller bien, mais nous pouvons choisir d'habiter une certaine forme d'attitude, quelles que soient les circonstances de notre vie. Patrick de Clercq résume très bien cette forme de bonheur quand il nous dit « Souviens-toi qu'il existe deux types de fous, ceux qui ne savent pas qu'ils vont mourir et ceux qui oublient qu'ils sont en vie. » Et pour terminer, je citerai peut-être André Comte-Sponville, que j'aime beaucoup, et qui nous dit que la lucidité, c'est une forme d'attitude face à la vie qui nous permet peut-être d'espérer un petit peu moins, de regretter un petit peu moins et d'aimer un petit peu plus.